Bonjour. Alors, ce soir, thème 2, gérer les ressources terrestres, chapitre 2, nourrir les humains. Une question qui se pose à l'humanité, c'est qu'elle croît, donc on est de plus en plus nombreux. Vous vous rappelez, dans le chapitre dernier, on avait dit qu'en 2050, on estimait que la population mondiale serait d'environ 10 milliards. Or, plus d'hommes, ça veut dire un besoin de plus en plus important de nourriture. Donc l'idée, c'est de savoir comment nourrir les humains, tout en respectant à la fois l'environnement, le bien-être des sociétés, en gros, comment s'inscrire dans une démarche de développement durable. D'abord, donc, la population est de plus en plus nombreuse. Elle nécessite une répartition plus égalitaire de la production. Ce qu'on a vu avec le Brésil, c'est que des inégalités existaient dans la répartition alimentaire, notamment un Brésil qui va, au cours des années prochaines, connaître une augmentation de sa population relativement importante, donc 30 millions d'habitants en plus d'ici 2050. Ce qu'on avait vu dans un premier temps, c'est qu'une partie de la population n'était pas bien nourrie. On avait des zones, notamment au nord du pays, qui étaient en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui pouvaient à certains moments ne pas avoir suffisamment de nourriture pour vivre, et donc pouvaient développer un certain nombre de carences. Contre ces problèmes, on a vu aussi qu'il y avait une réponse de l'État, notamment dans le cadre de la distribution de vivres. Néanmoins, il restait au Brésil deux formes de malnutrition. D'une part, la sous-alimentation, donc une malnutrition, une insuffisance, et d'autre part, un autre type de malnutrition qui pouvait être l'obésité. L'obésité qui souvent était liée à, en partie, une mauvaise alimentation aussi pendant l'enfance, qui pouvait aboutir à l'obésité qui est considérée par l'OMS comme une maladie qui peut entraîner une réduction de l'espérance de vie, notamment à cause des risques accrus de diabète, de risques cardiovasculaires, etc. Un autre phénomène qui est observable au Brésil, c'était ce qu'on appelle la transition alimentaire. La transition alimentaire, c'est un phénomène qu'on remarque dans beaucoup de pays émergents, notamment. Donc on passe d'une alimentation qui est majoritairement végétale, avec des protéines qui sont majoritairement issues euh, de produits végétaux, pardon, et qui passe de plus en plus à des protéines qui vont être d'origine animale. Donc on voit qu'on a une augmentation de viande, notamment de consommation de viande et de lait. Donc si on résume, au Brésil, on a donc un accès qui est dit inégal à l'alimentation. Avec, si on résume à gros traits, un nord du pays qui souffre d'insécurité alimentaire chronique. Les villes importantes, elles, ont une forte demande alimentaire, et c'est là notamment que se concentre la majorité de la population supplémentaire du Brésil. Une fois qu'on s'intéresse à la situation alimentaire dans le monde, globalement, on a une amélioration, mais des inégalités qui restent des inégalités d'accès à l'alimentation. Alors, pour ce qui est de l'amélioration de la situation, dans les années 1960, on considérait qu'il y avait à peu près 30% de la population mondiale qui n'avait pas un accès suffisant à l'alimentation. Aujourd'hui, on a 11% de l'humanité qui reste dans une situation de sous-alimentation. Donc, des progrès, mais des inégalités qui persistent. De la même façon qu'au Brésil, on observe les deux types de malnutrition dans le monde. L'obésité touche majoritairement les pays développés ou en développement. Donc, si on devait à gros traits, décrire à gros traits, on pourrait dire que l'obésité est une maladie de pays riches. Même si finalement, elle touche plutôt les populations les plus pauvres des pays riches. Pour ce qui est de la sous-alimentation, c'est un problème qui touche avant tout des pays les moins avancés ou des pays émergents. Et ça dénote de fortes inégalités, tout comme l'obésité. Enfin, dans le monde, on a aussi un phénomène de transition alimentaire. Un indicateur qui peut nous montrer ce changement d'habitude alimentaire,
c'est l'augmentation et le nombre de pays qui ont des franchises McDonald's, c'est-à-dire qui ont des restaurants McDonald's. Et en fait, ça sous-entend, cette idée, que lorsque on change de régime alimentaire, ben, ça se traduit par une augmentation du nombre de restaurants McDo qui vont promouvoir une alimentation plus carnée. Donc, c'est un signe qu'une transition alimentaire est en cours. Un signe parmi d'autres. Deuxième point, qu'est-ce qui nourrit l'humanité aujourd'hui? On considère aujourd'hui que c'est l'agriculture productiviste qui est la plus performante. On va voir avec le Brésil que c'est un géant vert, c'est-à-dire un pays qui est très performant dans la production agricole, mais que ça ne va pas sans de fortes inégalités et disparités. Au Brésil, on a une agriculture qui est à deux vitesses. D'une part, une agriculture très performante, qui place le Brésil parmi les meilleurs et les plus gros exportateurs mondiaux, notamment pour les produits comme le café, le sucre, le soja, le coton, etc. Mais, d'autre part, on a une agriculture vivrière qui a peu de moyens, qui est moins efficace, mais qui permet de nourrir plus directement les populations brésiliennes. Donc une agriculture qui est moins destinée à l'exportation et à la vente dans le monde. Donc deux modèles agricoles qui se font face et que vous avez détaillés dans votre cours. Donc si on résume la situation du Brésil, le Brésil c'est donc un géant agricole avec des inégalités. D'abord, on peut voir qu'il y a une agriculture productive, commerciale, puissante. Ces exportations, elles représentent 96 milliards, rien que pour le Brésil, 96 milliards de dollars d'exportation agricole en une année, et notamment vers des pays développés, l'Europe, les États-Unis, mais en partie aussi vers l'Asie. Ces exportations, elles se font à partir de ports importants, Belém et Sao Paulo. Et, dans un même temps, on a une agriculture qui est plus en difficulté. Donc, une agriculture vivrière extensive et une agriculture de cueillette qui sont effectivement plus en difficulté et qui cèdent du terrain face à une agriculture productive puissante. Donc, quelle est la situation désormais de l'agriculture productiviste dans le monde? Globalement, l'agriculture productiviste, c'est la plus performante. C'est elle qui permet et qui a permis en fait de nourrir une population croissante. Parce que les rendements ont cru de façon soit plus rapide, soit au moins égale à celle de la population. Néanmoins, cette agriculture, elle pose un certain nombre de problèmes, notamment environnementaux, pour la santé, et donc on peut dire qu'elle n'est pas totalement durable. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions qui sont expérimentées un peu partout dans le monde. Donc l'idée, c'est d'assurer un modèle durable pour l'alimentation dans le monde. Or, le Brésil est un modèle peu durable. D'abord, pour assouvir une agriculture commerciale qui est puissante, il faut défricher de plus en plus de terres. C'est ce qu'on voit ici avec le front pionnier et le défrichement de la forêt amazonienne. Donc le défrichement, c'est une perte à la fois de biodiversité, c'est une perte aussi de ce qu'on appelle une sorte de poumon vert. C'est une des parties du monde qui absorbe une grosse partie des émissions de CO2. Donc moins de forêt, c'est aussi plus de pollution dans l'air. Autre problème, c'est l'utilisation intensive de pesticides qui polluent les sols et qui les rendent parfois soit inutilisables, soit parfois dangereux pour les populations qui y vivent. Autre élément qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on parle de développement durable, c'est l'élément social. Les défrichements et la concurrence entre agriculture commerciale et agriculture vivrière, cette concurrence fait qu'il y a des conflits entre des paysans, souvent pauvres, et des compagnies qui veulent
veulent soit leur terre, soit qui ne permettent pas à ces paysans justement de survivre sur des terres qu'ils occupaient auparavant. D'où ces conflits et le mouvement des sans-terre que vous avez un peu plus détaillé dans votre cours. Néanmoins, on a des tentatives au Brésil, notamment avec le développement d'agriculture biologique qui fonctionne, des coopératives, mais cela reste encore très limité. Les problèmes qui se posent au Brésil se retrouvent en partie à l'échelle du monde. D'abord, les problèmes de pollution des sols, de l'eau, de l'air, peuvent provoquer des problèmes de santé pour les populations qui consomment, mais également pour ceux qui produisent, donc pour les agriculteurs. Donc des solutions sont envisagées pour essayer de limiter les problèmes que pose l'agriculture productive. Une des premières solutions qui a été envisagée, c'est l'utilisation d'OGM. On reste là dans une agriculture productive, mais on essaye de réduire l'utilisation de pesticides, notamment grâce à des plantes qui vont être modifiées génétiquement. Un certain nombre de problèmes se posent avec les OGM. D'abord, on ne sait pas quel est leur impact sur la santé humaine. Cela rend aussi les producteurs dépendants à quelques grandes firmes qui contrôlent le marché, notamment la firme Monsanto. C'est aussi un problème dans la mesure où un certain nombre d'espèces, notamment d'insectes, s'adaptent à ces OGM et finalement rendent plus vulnérable l'agriculture conventionnelle, donc non OGM. Donc, les OGM posent question et sont très contestés, notamment en Europe. Autre piste, c'est le développement d'une agriculture biologique. Là, il s'agit d'utiliser le moins possible de pesticides, voire pas du tout, dans le cas d'une agriculture réellement biologique. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si une agriculture bio est capable de nourrir l'humanité tout entière. Pour l'instant, avec nos modes de consommation actuels, la réponse est non. Notamment parce que la consommation de viande nécessite la production importante de céréales notamment. Et donc, une agriculture bio ne suffirait pas à produire suffisamment de céréales pour tout le bétail que l'on nourrit pour la consommation humaine. Autre piste, c'est aussi qui va plutôt dans le sens des consommateurs et qui envisage en fait un changement de nos habitudes de consommation. Il faut savoir que dans les pays les plus développés aujourd'hui, près de 30% de ce que l'on achète pour se nourrir finit à la poubelle et n'est finalement jamais consommé et donc perdu. Donc une des pistes pourrait être de réduire le gaspillage. Autre élément, ce serait aussi d'essayer de développer des circuits plus courts pour éviter des transports trop longs et donc des pollutions importantes. Voilà pour les principaux enjeux de ce chapitre. Donc, essayez bien de travailler sur votre argumentation, d'avoir le maximum d'exemples. C'est un chapitre qui est très dense, avec de nombreuses notions à maîtriser. Donc je vous engage à bien relire votre cours et à connaître ces notions, notamment celles d'agriculture productive, vivrière, etc. Bon courage et bonne soirée.